OK, alors ici, quand les poussins, nous, on a des pondeuses qui pondent des œufs fertiles parce qu'il y a des coqs qui habitent avec elles. Donc, ces œufs-là, on les place dans des incubateurs, 41 à la fois. Quand tout va très bien, on a peut-être 75 de taux d'éclosion, qui est un taux d'éclosion exceptionnel. Après ça, peut-être 50 c'est plus fréquent. Alors, les premiers jours de vie, les 10 premiers jours de vie, ça se passe dans cette éleveuse-là. L'éleveuse qu'on a ici est faite à partir d'un grand réservoir vrac que j'ai scié en deux, le réservoir uniquement. Il repose sur des 2x4 qui eux-mêmes reposent sur la cage. Hein, ces grands réservoirs vrac-là sont tout le temps dans des cages de transport. Donc, on peut mettre des morceaux de bois puis surélever le réservoir à la hauteur qui nous convient. Donc, moi, je suis plus grand, je le mets assez haut. C'est le fun, je peux travailler à hauteur de main. Donc, au-dessus de ce réservoir-là, on place des lampes chauffantes. C'est des lampes de 250 watts. J'en mets deux. Ils sont branchés sur un thermostat électronique qui, lui, a comme mission de garder la température du couvoir à 30 degrés Celsius. Les 10 premiers jours, c'est la température qu'il faut viser pour que les poussins n'aient pas froid. Hein, les premiers jours de vie, ils vont être sous la poule carrément, puis tranquillement, ils sortent. Donc, nous, on demande au thermostat de garder la température à 30 degrés Celsius. Il y a des alarmes si c'est trop chaud, trop froid qui nous disent c'est trop chaud, c'est trop froid. Les lampes sont sur des cordes qui nous permettent de les lever ou de les descendre, dépendamment de la température ambiante. Donc, s'il fait déjà très chaud dehors, on va lever les lampes pour pas que les poussins aient trop chaud. Les poussins vont, par leur comportement, vous montrer s'il fait trop chaud, trop froid. S'ils ont froid, ils vont se mettre sous la lampe. S'ils ont trop chaud, ils vont se mettre tout autour de la lampe, puis loin. Puis si tout va bien, bien, ils vont se promener un peu partout. Là, c'est sûr qu'on est ici avec eux, donc ils ont tendance à se tasser les uns contre les autres pour nous fuir, parce que sont très intelligents. Alors, on a un abreuvoir qui, lui aussi, va être monté à mesure que les poussins grossissent. Cela dit, on passe une dizaine de jours ici, alors c'est vraiment de quelques centimètres qu'on va surélever l'abreuvoir. Plus on voit que l'abreuvoir est sale puis pleine de copeaux, plus on sait que les poussins sont rendus plus gros, plus actifs, puis que c'est le temps de lever l'abreuvoir. Ici, on a la mangeoire, même idée, qui est suspendue au plafond, puis qu'on surélève à mesure qu'ils grossissent. Donc là, je fais juste re-remplir un petit peu la mangeoire. À cet âge-là, ils ne mangent pas énormément. À tous les jours, je remets une couche de litière. Encore une fois, c'est mon papier recyclé, là, les chutes de papier, essuie-tout et compagnie de l'industrie. Donc, j'en rajoute une couche. Après chaque couvée, je ne fais pas de vide sanitaire. Je rajoute des couches. Moi, ma théorie là-dessus, c'est que la litière accumulée maintient en vie une espèce de communauté bactérienne qui tient lieu finalement d'antibiotiques. Dans l'industrie, les poussins sont systématiquement vaccinés. Nous, on ne les vaccine pas. On les met dans un environnement naturel avec de l'eau de notre puits artésien, avec de la bouffe, avec justement accès à une litière qui, elle aussi, est une espèce de petit écosystème bactérien. Alors, on garde cette litière-là après pour composter nos résidus d'abattage, éventuellement donc à la fin de l'année. Donc, le cycle se complète comme ça. Donc, je pense que, ces poussins-là, ils ont environ une semaine. C'est des poussins qui sont nés ici. C'est un mélange de races rustiques, Chantecler Partridge, Cochin blanc, et puis peut-être une autre que j'oublie, mais c'est des poussins qui sont dits à croissance lente, hein, contrairement au poulet Ross, qui est un poulet à croissance rapide. Donc, quand vous achetez des poussins dans les couvoirs, ça va être des poussins Ross, souvent des coqs à chair, donc des mâles uniquement. Ça fait des gros poulets blancs qui grossissent très rapidement, voire trop rapidement. Je vais vous les montrer tantôt au pâturage. Nous, on élève des deux encore pour montrer aux gens qui viennent ici justement la différence entre une race rustique et une race hybride qui a été vraiment développée pour avoir le rendement le plus rapide au niveau de la croissance. Alors voilà pour l'éleveuse.
Alors ici, c'est le parquet d'engraissement. Donc, en fait, le mot est fort, là. Ils vont rester là environ 11 jours. Donc, après de passer 10 jours dans l'éleveuse, ils sont capables de supporter une température plus fraîche, d'environ une vingtaine de degrés. Puis en dedans de 21 jours, en fait, ils sont rendus à pouvoir supporter une température de 0 degré Celsius. Donc, c'est pour ça qu'on attend 21 jours avant de les sortir dehors. Donc, après de passer 10 jours dans l'éleveuse, ils vont passer ici environ 11 jours dans le parquet d'engraissement qui est plus grand parce que les poulets grandissent vite, surtout quand on parle de rosses qui vont peser près d'1 kilo là, à 21 jours. On leur donne plus de place. Ils ont une mangeoire plus grande, un abreuvoir plus grand. Ils ont des perchoirs, ils peuvent se promener. Je mets un ventilateur pour qu'ils commencent à comprendre que dans la nature, il y a du vent. Et puis, on a une lumière qui s'allume là, vers 7 heures le matin, qui s'éteint vers 7-8 heures le soir. Alors ici, les poulets passent, comme je vous disais, environ 11 jours. Au terme de ce passage-là dans le parquet d'engraissement, on va les prendre et puis on va les sortir au pâturage dans des cages mobiles. Donc, c'est là qu'on s'en va. On s'en va les voir au pâturage à cet âge-là environ. Et puis, voilà. Alors ici, on a des poulets qui ont une cinquantaine de jours. Ça, c'est les fameux rosses dont je parlais tantôt. Vous allez voir tantôt, on a une autre cage mobile dans laquelle on a les poussins qui sont nés ici. C'est-à-dire les poulets plus vieux de poussins nés ici, comme on vous a montré dans l'éleveuse. Ces poulets-ci, les rosses, c'est des poulets dits à croissance rapide. C'est le poulet typique là, qui est élevé au Québec dans des élevages d'environ 36 000 poulets à la fois, 5, 6, 7 fois par année pour être capable de produire 270 000 poulets par année. C'est ce que les éleveurs de volailles du Québec fournissent aux supermarchés, aux restaurants. C'est des poulets qui grossissent très rapidement, qui sont évidemment très gras, très tendres, puis qui sont relativement bien adaptés aussi à un élevage en cage mobile. Ils ont l'avantage de pouvoir être élevés moins longtemps. Donc, les gens qui voudraient élever, par exemple, des poulets une fois par année pendant 2 mois, puis après ça, c'est fini, bien, le Ross, c'est le candidat idéal. C'est aussi le poulet le plus facile à obtenir en tant que poussin dans les couvoirs. Ils vous les vendent 1,60 $, 1,70 $ environ le poussin. Vous pouvez avoir des mâles ou des femelles. Le mâle, souvent, est préféré par l'industrie parce qu'il grossit plus vite. Ensuite, c'est des poulets qui sont, eux, vaccinés à la naissance. Nous, on les nourrit de moulets bio. Et puis, ils sont élevés dans une cage mobile, nuit et jour. À tous les jours, on les déplace de l'équivalent d'une longueur de cage. Comme ça, ils ont accès à un pâturage frais qu'ils mangent. Et puis aussi, ça fait qu'on n'a pas besoin de changer la litière à chaque jour ou à chaque 2 jours. Donc, c'est le pâturage qui est la litière. Le fait qu'on les déplace à chaque jour fait en sorte que le pâturage est capable de récupérer assez rapidement d'un passage de volaille, surtout quand on lui fait le traitement que je vais vous montrer incessamment sous peu. Alors, pour les déplacer, on utilise un diable de déplacement. Alors, le diable de déplacement, c'est une structure que vous vous faites faire ou que vous pouvez faire vous-même si vous savez souder. Moi, je le fais faire chez le forgeron ferblantier, travailleur de métal local. C'est tout simplement 2 roues sur un rectangle avec 2 pattes. Et puis, on va l'insérer sous la cage mobile, ce qui fait qu'on va ça détache la cage mobile du sol, hein? Puis quand on tire de l'autre côté sur la cage, bien, la cage roule. Donc, c'est très facile à développer. Moi, j'utilise 2 diables comme celui-là, c'est-à-dire que j'en mets un d'un côté qui va rouler, puis j'utilise celui de l'autre côté pour tirer la cage. Aux États-Unis, où ce modèle-là est très populaire, ils vont installer une corde de l'autre côté, et puis ils vont tirer. Donc, ils utilisent seulement un diable du côté opposé d'où on tire, puis de l'autre côté, ils tirent. Mais moi, j'ai le dos très fragile parce que j'ai eu une longue carrière de mannequin qui m'a complètement détruit le dos. Non, en fait, c'est une carrière de restaurateur qui m'a détruit le dos. Et puis là, quand j'essaie de tirer avec la corde, moi, ça me barre le dos. Alors, j'y vais avec 2 diables, mais je conseille à tout le monde d'y aller de cette façon-là.
Une fois qu'on a déplacé la cage, vous allez voir l'état du pâturage qui est évidemment piteux, mais imaginez si vous l'aviez laissé, si vous aviez laissé la cage en place là avec les poulets pendant une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois. C'est pour ça que je dis tout le temps aux gens, pour élever la volaille, de grâce, imaginez des systèmes que vous pouvez déplacer fréquemment parce que sinon, l'herbe disparaît, ça se dévégétalise et puis, il n'y a rien de pire qu'un enclos immobile. Aussi grand soit-il, la volaille, à un moment donné, se met à gratter, puis quand il y a un petit trou, bien, ils agrandissent le trou, puis c'est ordinaire. Donc, une fois que j'ai déplacé la cage, vous allez voir l'état du pâturage qui est finalement celui sur lequel ils sont depuis 24 heures. Moi, je gratte cet espace-là avec un balai à feuilles pour défaire un peu les fientes, remonter un petit peu l'herbe. S'il y a des endroits vraiment dégarnis, je réensemence tout de suite avec un mélange d'herbes vivaces de pâturage. Et puis, je mets mon arroseur automatique à proximité de ça, puis j'arrose pendant une quinzaine de minutes le pâturage qu'on vient de sauver ou de réanimer, et puis j'arrose par la bande les autres endroits où la cage était les 3-4 jours avant. Avec ce système-là, je trouve que mon pâturage arrive à se régénérer en dedans de 2-3 semaines, et puis ça me permet de repasser au même endroit 2-3 semaines plus tard. Ce qui fait que je suis capable d'élever 2 cages comme ça sur ce qui est somme toute un tout petit pâturage. Et puis là où les poulets sont passés il y a une semaine, ça s'est régénéré, et puis les chèvres sont là en train de brouter. Et puis, tout va bien. Dernière chose que vous allez me voir faire, c'est je donne un petit coup de taille-bordure là où les poulets s'en vont. Parce que quand l'herbe est trop haute, c'est pas l'idéal. Les poulets vont l'écraser, puis finalement, le sol va être moins absorbant que si l'herbe était à une hauteur décente. Et puis, en même temps, ça leur donne une portion de la verdure qui est pré-hachée, qui est déjà par terre, qui vont manger. Évidemment, mes poulets rustiques qu'on va voir là-bas, je trouve, mangent plus, sont plus intéressés, en fait, même par le pâturage, les insectes, les différentes plantes, le chou gras, le trèfle, tout ce qu'ils trouvent, les fleurs, sont plus intéressés, les races rustiques, à ça que la moulée. Alors que ceux-ci, quand je vais leur donner leur pelletée de moulée, vous allez voir, se garochent comme un banc de piranhas affamés sur les grains et même sur les mains. Alors, très dangereux. Êtes-vous prêts? J'y vais. Donc, je vais commencer par descendre la porte. Je vais prendre mon diable ici, qui est celui-là, il y a 2 roues. OK, donc, au coude du diable, ici, j'ai mis une deuxième paire de roues pour que ça roule encore mieux. Vu que c'est le diable qui s'en va derrière, il a intérêt à bien rouler. Alors, j'insère les pattes sous la cage, comme ceci. On lève comme ça, on rentre une patte, on rentre l'autre, puis on descend. Il faut faire le mouvement assez rapidement pour pas que les poulets se sauvent. Mais s'ils se sauvent, on est chanceux. On a notre chienne bergère qui va se garrocher vers les poulets et les faire reculer. Alors, j'utilise ici mon deuxième diable pour aller chercher l'autre côté de la cage, comme ceci. Donc, on est prêt à bouger. Je vais donner mon petit coup de taille-bordure. Vous allez voir, ça fait un bruit sublime. C'est à essence. On l'enfile comme ça. Partez jamais ça comme ça à la maison. Alors voilà tout. Alors on est prêt à déplacer la cage. Vous allez voir, c'est spectaculaire. On tire comme ça, là. Et puis ça vient. Donc on tire l'équivalent d'une largeur de cage. On peut tirer plus, mais l'idée c'est de ne pas gaspiller de beaux pâturages frais. Voilà.
Alors, j'enlève le diable de ce côté-ci. On l'enlève de l'autre côté. Toujours enlever un côté, l'autre côté. On descend pour ne pas écraser personne. On dira ce qu'on voudra. Les poulets ont une intelligence limitée. Et puis là, c'est à ce moment-ci que je les nourris. Si vous regardez, il y en a quand même beaucoup qui s'intéressent au nouveau pâturage qui vient de leur être servi. Si je ne leur donnais pas de moulée tout de suite, ils mangeraient là, encore plus longtemps. Vous voyez à gauche l'état du pâturage finalement sur lequel il était hier. Donc oui, ça a été piétiné. C'est moins luxuriant, c'est moins intéressant que ce qu'il y a là. Mais imaginez si on les laissait là plus longtemps, l'état dans lequel le pâturage serait. Alors, je mets ma moulée, moi, dans une poubelle en acier galvanisé qui la protège de nos chèvres, entre autres, qui se garrocheraient pour vider la poubelle s'il y en avait l'occasion. Donc, c'est une moulée bio. Vous voyez, le grain est beaucoup plus gros. On voit encore les morceaux de pois, de maïs. Il y a évidemment un peu de soya rôti là-dedans pour la protéine. Mais c'est une moulée bio qui vient de l'Ange Gardien. C'est relativement rare encore au Québec, les moulées bio, il faut les trouver. Et puis moi, je leur en donne pas trop. Vous allez voir, ils adorent. Donc, je leur en donne environ 125 à 150 grammes de moulée par poulet par jour. Si on les laisse se gaver, ils vont en manger jusqu'à 250. Mais c'est à ce moment-là qu'ils deviennent vraiment obèses morbides, là, les volailles d'industrie. Ils mangent trop à un tel point où ils sont à moitié plumés parce que le corps a grossi trop vite, plus vite que ce que les plumes sont capables de pousser. Hein? C'est une phrase. Et puis, voilà. Donc, la moulée est servie. Ensuite, on nettoie l'abreuvoir. Alors, j'enlève la porte ici qui est grillagée. Vous voyez sur la cage mobile, le 3/4 est couvert. Donc oui, pour la pluie, mais aussi quand le soleil est trop fort, les poulets vont vraiment préférer être à l'ombre. L'abreuvoir, c'est un abreuvoir à cloche. C'est le modèle Plassen, un modèle classique. C'est un des rares modèles qui permet d'avoir de l'eau qui remplit l'abreuvoir par gravité. Alors, la chaudière que vous voyez ici, qui est ouverte, c'est pas nécessairement pour ramasser de la pluie, quoique ça le fait un peu. C'est plutôt que ça se remplit très facilement. Quand il manque d'eau, j'arrive avec un boyau ou une autre chaudière pleine d'eau, puis je la remplis très rapidement. L'eau va donc dans l'abreuvoir par gravité. Le matin, on vide l'eau comme ça. On passe une lingette pour pas qu'il y ait d'algues ou quoi que ce soit qui s'installe. Si ça arrive même que... Voilà. Et le principe de cet abreuvoir-là est ingénieux. Vous voyez, quand l'abreuvoir est vide, là je le tiens comme ça, quand l'abreuvoir est vide, l'eau coule. Puis quand l'abreuvoir est plein, le poids de l'eau ferme la valve qui permet à l'eau de s'écouler. Alors là, moi, je la remplis avec de l'eau pour rincer mon nettoyage. Et puis là, elle va se re-remplir. Alors, c'est pas plus compliqué que ça. C'est ce qu'il y a à faire à tous les jours. Mais quand vous le faites quotidiennement, vous en avez pour même pas 5 minutes par cage. Puis comme j'expliquais tantôt, bien, si vous faites ça pendant 2 mois, bien là, vous avez vos poulets pour l'année. En 2 mois de travail, 5 minutes par jour, ça c'est 3, 5, 15, c'est une coupe d'heures là, dans l'année pour avoir tous ces poulets. C'est sûr qu'il faut les abattre pour pouvoir les manger, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, ça c'est le fameux ranclage au balai à feuilles.
Pas plus compliqué que ça. Hein, juste briser les agrégats. Tout ça, c'est pour stimuler la repousse la plus rapide possible du pâturage. Il y a tout le temps des endroits qui sont plus dégarnis que d'autres. Ces endroits-là, je les réensemence avec un peu de semences à pâturage. Donc ici, je trouve que c'est dégarni un peu. Et puis ici, évidemment, plus le temps passe en année, plus votre pâturage est solide, moins vous allez avoir besoin de faire ça. Alors, tout le temps, redonner un autre petit coup. Hein, n'importe quelle semence a besoin d'être en contact avec la terre pour germer. Je mets même un peu d'herbe morte par-dessus. Et voilà. Comme je vous disais, ensuite, on installe le gicleur. Un gicleur automatique. On pourrait le mettre ici. Et puis, s'arranger pour qu'il arrose pas trop loin. Ça pourrait être très drôle de l'allumer maintenant avec la caméra. Ça se peut qu'il y ait des cris. Est-ce que je l'allume? Attention! Attention! Ah, c'est pas pire ça, il n'y a pas d'eau. Coupé! Coupé! Alors ici, on a la race plus rustique, un mélange de Chanticleer Partridge puis de Cochin blanc qui sont nés ici. Cette volaille-là a environ 2 mois et demi. C'est une belle taille pour l'abattage. C'est probablement un de ces spécimens-là qu'on va vous présenter tantôt quand on va vous présenter l'abattoir. Donc, c'est... vous le voyez, on a des plumages bigarrés. Il y a plus de rusticité dans le troupeau. Et puis, je vais les déplacer. Vous allez voir, j'espère, à quel point ils sont plus voraces quand ils ont accès à leur nouveau pâturage journalier. Alors, je tire! Alors, même affaire, on met une histoire ici, on passe le balai à feuilles. Donc, ce type de cage-là, qui est 8 pieds par 8 pieds, c'est-à-dire environ 1,33 m par 1,33 m, permet d'élever jusqu'à 36 poulets de chair. Je parlerai surtout des plus petits poulets Ross qui sont élevés moins longtemps. Les races rustiques, j'en élèverai peut-être 2 douzaines. Donc jusqu'à 24 dans une cage comme ça. Si vous en élevez 24, 30, 36, puis que vous constatez que l'herbe le matin est très, très souillée, déplacez la cage 2 fois par jour, le matin et puis le soir. Donc avec une cage comme ça, que vous déplaceriez 2 fois par jour, si vous élevez 36 poulets, bien, pour la plupart des gens, ça suffit amplement à leur stock de volailles annuel. Alors, voilà. Alors, ici, c'était le domaine des poules pondeuses jusqu'à tout récemment. Contrairement aux poulets de chair, les poules pondeuses, on les installe dans une cage mobile, elles aussi, mais à l'intérieur d'une clôture d'environ 150 mètres de longueur qui leur donne, je crois, environ 50 mètres carrés d'espace à la fois, espace qui est suffisant pour une dizaine de jours. Donc, l'idée avec les poules pondeuses,
c'est de résister à la tentation de leur bâtir une cour d'exercice, une clôture permanente, puis d'espérer que le lieu demeure minimalement végétalisé. Ça ne se passera pas de même. Alors nous, la façon dont on procède, c'est qu'on les installe. Ici, c'était un chemin d'accès, donc pas particulièrement végétalisé, mais c'était quand même plus luxuriant que ce qu'on voit en ce moment. Donc ici, vous avez l'endroit où était la cage mobile pendant quelques jours. On a déplacé la cage, puis on a déplacé la clôture. Puis ce que je fais à ce point-ci, c'est comme tantôt, je gratte. Je gratte pendant une bonne dizaine de minutes, là. Donc ici, on en a une petite version accélérée. Donc, je gratte un peu partout pour défaire les fientes là, qui se seraient galettées pendant le séjour des poules. Puis, une fois qu'on a bien nettoyé le lieu, j'ajoute un mélange de différents grains. Alors là-dedans, vous avez de la semence là, standard à pelouse qui est du Kentucky Bluegrass, le festuc, donc des herbes vivaces. Je rajoute un peu de criblage. Alors le criblage, ce que c'est que certaines meuneries, si vous les visitez, vont avoir des grains qui n'ont pas passé à la meule, des grains qui ont été tamisés, qui ont été éliminés parce qu'il n'y avait pas la bonne densité, la bonne forme, la bonne taille. Donc, ça va être un mélange de sarrasin, d'orge, de blé, d'avoine, qu'on peut récupérer à moindre coût, en grosses poches. Ce que j'aime de ces graminées-là, c'est qu'ils vont germer très bien et puis, ce n'est pas des vivaces. Donc, c'est bon pour établir un tapis végétal rapidement, mais un tapis qui va, en mourant, laisser la place aux herbes plus vivaces qui sont celles qu'on a dans nos gazons là, habituellement. Je rajoute un peu aussi de chaux diatomique. Alors la chaux, ce qu'elle fait, c'est qu'elle désacidifie le sol. Un sol moins acide va permettre à la plante de se nourrir plus facilement. Et ici, dans les Laurentides, surtout quand il y a beaucoup de conifères, le sol a tendance à s'acidifier. Donc, aux 5 ans, là, il faut donner une bonne couche de chaux. Ça s'applique en surface et puis ça désacidifie le sol. La chaux diatomique, elle a aussi du magnésium puis du calcium qui aident justement à la verdoyance puis à la luxuriance des plantes qui sont plantées dedans. Alors moi, je sème ça comme ça, à la volée. C'est un art, hein? Vraiment, là, il faut vraiment avoir le poignet entraîné. Mais l'idée, c'est d'en mettre en masse. Et puis, sur les sacs de semences, en général, vous allez suivre les directives qui ont trait au sur-semage. Ils appellent ça du... Je ne suis pas sûr si c'est le terme exact, là, mais c'est de vraiment là, ensemencer une pelouse qui est à peu près raide morte. Une fois qu'on a répandu ces graminées-là, cette chaux-là à la volée, on repasse un coup de râteau. Ça, c'est toutes des instructions que vous allez trouver sur n'importe quel sac de semences à pelouse. Et puis, l'idée ici, c'est de s'assurer que le contact entre la semence et la terre est bonne. Donc, c'est pas grave s'il y a un peu de paille, s'il y a des herbes mortes qui recouvrent le tout. Ça va protéger la semence. Ce qu'on veut, c'est qu'elle soit en contact avec la terre. Puis, quand elle va être mouillée par la pluie, mais moi, je fais le même coup qu'avec les cages mobiles. Je vais mettre ici un arroseur qui tourne, un sprinkler. Et puis, encore là, je vais y en donner 15 minutes. Donc, à chaque jour, notre arroseur va arroser 30 minutes le pâturage où il y avait les poulets, puis 15 minutes la parcelle qui est en réhabilitation. Après une semaine, quand on a commencé à avoir des repousses, on n'a plus besoin d'arroser là, mécaniquement. La pluie, c'est au rendez-vous, parce que de ce temps-ci, on a des sécheresses, va s'occuper du reste. Alors, si on va voir justement ce qui s'est passé avec notre parcelle d'il y a, je dirais, une dizaine de jours, on commence à voir, hein, c'est comme si on remontait, on remonte dans le temps. Hein? Donc ici, on commence à voir que, là, c'est là où il était, mais tranquillement ici, on voit là, la repousse. Donc c'est verdoyant, c'est des petites herbes plus fines, mais on sent
que ça reprend. Évidemment, le fumier de la poule est bourré d'azote, fait que pas besoin d'ajouter d'engrais quand vous faites ça. Au contraire, en fait, l'engrais est à bannir de votre liste d'emplettes. Le problème avec les engrais synthétiques, là, les poches qu'ils vous vendent pour mettre au printemps, à l'automne, c'est que c'est des engrais synthétiques ou en tout cas, c'est fait à partir de fumier de poule. Ça a été vraiment concentré. La beauté avec un fumier animal, c'est qu'il va se dissoudre tranquillement. C'est ça l'avantage du compost, des matières organiques, c'est qu'ils tranquillement vont nourrir le sol. Donc, s'il y a des fortes pluies, tout ne sera pas lessivé. Donc, c'est important d'utiliser les fertilisants les plus bruts possibles. Ils vont engraisser tranquillement le sol. Là, ici, vous avez là où ils sont aujourd'hui, évidemment. Donc, vous avez notre clôture qui est un filet à volaille qui peut être électrifié. Nous, on ne l'a pas électrifié pour l'instant. On a des chiens qui patrouillent la nuit. On n'a pas besoin du pouvoir électrique de ce filet-là, mais c'est des filets mobiles. Donc, au bas de chaque piquet, il y a une double griffe. Donc, c'est le fun. Ça se pose bien avec le pied. Vous avez deux griffes. Vous allez voir, il y a des filets qui ont une griffe. C'est moins pratique. Donc, avec le pied, on rentre ça dans le sol. Là, vous êtes chanceux. Ici, il y a une roche 1 pouce sur 2. Ça a bien rentré. Si on avait à l'électrifier, on l'électrifierait par ici. Donc, vous avez les deux agrafes d'électrification qui sont reliées à tous les fils électriques du filet à volaille. Donc, si on avait un électrificateur solaire, par exemple, on viendrait l'installer ici. Hein, le principe d'électrification, il ne faut jamais oublier, il y a 3 éléments. La conductivité de la clôture, la qualité de la mise à la terre, qui sont des pieux d'acier galvanisé qu'on enfonce dans le sol, puis la force de l'électrificateur. Fait qu'un bon électrificateur, une bonne mise à la terre, puis une bonne conductivité va donner un bon choc à l'animal, qu'il soit à l'intérieur ou à l'extérieur, pour qu'il apprenne finalement que ce n'est pas une bonne idée d'y toucher. Mais ce qui est important de constater ici, c'est à quel point la verdure a repris le dessus. C'est quand même assez vert, assez luxuriant. Il y a 3 semaines, c'était aussi désertique que la parcelle qu'on vient de voir. Alors, si on donne le temps au sol de se reposer, si on l'ensemence bien, il va se remettre de ses émotions assez rapidement. Donc là, encore une fois ici, on va les laisser une dizaine de jours maximum. À chaque 3 jours environ, on va déplacer la cage. Vous m'avez vu tantôt déplacer la cage à volaille, là, à poulet. Là, c'est la cage à poule. La différence avec la cage à poule est de la même taille que la cage à poulet. Dans la cage, par contre, il y a des perchoirs, parce que les poules, la nuit, aiment se percher. Les poulets qu'on avait tantôt sont tout petits, sont jeunes, ils passent l'essentiel de leur temps par terre puis à picosser, donc on n'installe pas de pondoir. À l'arrière de la cage mobile à poules, on a les pondoirs. Alors, moi, j'ouvre l'arrière du pondoir comme ceci. Là, vous avez quelques poules qui sont en train de couver et non de pondre. Mais si on lève ici, on a une cochine blanc. Alors, elle est sur un œuf. Là, c'est sûr que il aimerait mieux qu'on les laisse tranquilles. Mais on a besoin de manger, nous aussi, pour pouvoir les nourrir. Alors, une autre poule, elle est assise sur 4 œufs. Alors, on prend les œufs, on remet la poule. Donc là, ici, on a quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a une douzaine d'œufs, ce qui est la récolte quotidienne attendue là, d'un troupeau. Il y a 2 douzaines et demie de poules, mais d'âge variable. Alors, c'est sûr qu'à un moment donné, nous, on produit nos propres poules. Alors, on va, à l'automne, abattre les plus vieilles poules puis les remplacer par des plus jeunes. C'est sûr qu'une poule va pondre pendant 4, 5, 6 ans, mais de moins en moins, puis des œufs de plus en plus gros. Donc, nous, quand une poule a 3-4 ans, on l'abat, puis on la mange. C'est-à-dire qu'on fait du bouillon, on fait la poule au pot, on la cuit à l'autocuiseur. Ça, c'est une bonne technique aussi pour avoir une viande plus tendre. Et puis, on fait de la sandwich au poulet, puis des trucs de ce genre-là. Alors, les pondoirs, on peut les enlever facilement. Ils sont faits à partir de caisses de lait.
dont on a vraiment juste enlevé le devant. Ce qui est le fun avec les caisses de lait, c'est qu'ils sont percés dans le fond. Alors, juste à les brasser comme ça, on se débarrasse de fientes qui seraient tombées là-dedans. On ne met pas trop de paille parce qu'on ne veut pas non plus que ce soit trop confortable pour que justement les poules ne passent pas toute leur journée là-dedans. Cela dit, quand on a des poules rustiques, comme les cochins puis les chanteclaires qu'on voit là, ils vont avoir tendance à couver plus et puis il faut enlever les œufs quand même assez tôt. Vous la voyez, regarde, tu la vois bien, celle-là, on la voit bien, celle-là ici, la Chanteclair Partridge, est vraiment en position de couvaison, là, donc il sauve les plumes et puis il occupe énormément d'espace. Une poule qui veut couver ses propres œufs va en pondre 5, 6, 7, donc en 5, 6, 7 jours. Puis une fois qu'elle va avoir accumulé ces œufs-là, elle va se coucher sur les œufs pendant environ 21 jours. Au terme des 21 jours, les poussins vont sortir. Ils vont rester en dessous de la poule 3-4 jours. Donc, c'est là où on comprend qu'ils ont besoin de 32-33 degrés Celsius dans les premiers jours de vie. Puis après ça, ils vont rester autour, puis la poule va se promener. Là, on en a une poule qui se promène là, avec ses poussins. Celle-ci, bien, on récolte les œufs, on leur laisse pas le temps de couver. Donc ça, c'est des œufs fertiles par contre, parce qu'il y a des coqs dans la basse-cour. On en voit quelques-uns ici. On a un coq Chanteclair, on a un coq Wyandotte, on a un coq aussi... l'autre coq caramel, ça c'est notre propre appellation d'origine contrôlée, coq caramel. L'idée, là, c'est qu'on essaie ici de nourrir notre volaille avec des produits qu'on est capable de produire à la ferme. Donc, la moulée, c'est vraiment un dernier recours pour nous. C'est sûr qu'il y a plein de choses dans la moulée qui peuvent être utiles pour des gens qui gardent leur volaille en dedans, des minéraux. Mais ici, les poules peuvent, en grattant, aller chercher ce dont ils ont besoin, que ce soit des petits cailloux pour remplir leur gésier qui leur permet de moudre le grain, que ce soit des insectes, que ce soit différentes plantes. Ils sont capables, eux, de jouer aux herboristes, puis d'aller manger un peu d'ortie, un peu de sureau, un peu d'herbe, un peu de ci, un peu de ça, puis aller finalement chercher une alimentation super équilibrée. Ce que moi j'aime acheter, c'est ce que moi j'appelle la moulange, qui est finalement une farine qui encore provient de petites meuneries. Celle-là, elle vient de l'artisan meunier. Donc, c'est ce qu'il y a, lui, à la fin de la journée, ce qui est sorti des meules, ça va être, mettons, l'enveloppe du son ou des farines qui ont été moins bien tamisées. Et puis, j'en donne aux poules une bonne quantité, mais les poules ne mangeront pas la farine telle qu'elle. Alors, je leur en donne environ cette quantité-là. Je dirais que ça équivaut à environ 2 kg, 2 kg et demi. Ces poches-là de 25 kg nous coûtent le tiers, voire le quart du prix de ce que nous coûterait une moulée bio. Alors, on a une farine bio, et puis je rajoute à ça, pour qu'ils la mangent, du liquide. Dans ce cas particulier ici, aujourd'hui, je leur donne du petit lait. Le petit lait, c'est ce qui reste une fois qu'on a fait le fromage avec notre lait de chèvre. Alors, quand les matières grasses, les matières solides ont été concentrées par la présure pendant qu'on fait le fromage, le reste, c'est du petit lait, en anglais, du whey. Donc, souvent, on donnait ça à l'époque aux cochons. Donc, quand les premiers colons avaient une vache, bien, ils produisaient du lait pour eux, mais ils produisaient aussi beaucoup de petits laits. Il me semble qu'il y a un autre nom aussi. Donc, je le mélange à la farine. Et puis, là, l'idée, c'est qu'il faut bien le mélanger. Je vais manquer probablement un peu de liquide, parce que j'avais juste 2 litres d'eau, il en faut à peu près le double. Mais ça vous donne une idée. C'est qu'à partir du moment où la farine est mélangée au liquide, puis qu'on est en train de faire finalement une espèce de pâte à pain, là, il en raffole. On peut leur donner aussi du lait. Mélanger du lait à la farine. Ils aiment aussi le lait caillé. Le lait liquide, ils vont le boire. Mais le lait caillé, qui ressemble un peu à des espèces de crottes de fromage en sauce, ils préfèrent de loin. Ce qui est le fun aussi avec ça, c'est que ça leur donne un peu d'eau en même temps.
Alors voilà essentiellement comment on transforme la farine en bouffe à poule. Depuis qu'on leur donne ça, je vous dirais qu'ils délaissent presque complètement la moulée. Alors, même si j'en mets, ils ne vont pas. Alors, ils préfèrent ça. Puis là, évidemment, s'il y a des insectes qui s'intéressent aussi à cette préparation-là, bien là, ils sont juste encore plus contents. Ils adorent les sauterelles, ils vont manger des petits crapauds, des petits mulots. Comme je vous disais, ils sont omnivores. Si on fait griller une pièce de viande entière, à la fin, on peut leur donner ce qui reste, puis ils vont aller vraiment nettoyer l'os. Ils aiment les produits laitiers, les fruits de mer, il n'y a rien qu'ils n'aiment pas. La seule affaire peut-être qu'on ne sait pas des fois, c'est que le grain entier, c'est pas quelque chose dont la poule raffole. Elle préfère le grain broyé. Mais parce qu'on n'a pas tout un moulin, si j'avais accès à du criblage de grains entiers que je voudrais donner aux poules, bien, je le ferais tremper ou je le ferais germer. Donc, c'est comme si on craquait le grain par fermentation, par trempage. Et puis là, ça, il en raffole. Évidemment, si vous avez la patience de faire du vrai grain germé, surtout l'hiver, bien, c'est le fun parce que ça leur donne un peu de chlorophylle. Et puis, plus le grain est pré-moulu, plus il en retire de nutriments. Alors, si vous donnez un grain entier, ils vont peut-être en manger quand même, le gésier va le casser, mais ça va ressortir de l'autre bord avec encore beaucoup de matières nutritives non exploitées. Alors, plus on transforme, on écrase, on trempe, on fermente le grain, plus ça permet à l'organisme des poules de s'en nourrir complètement. Puis la dernière chose que je dirais à ce sujet-là, c'est justement, si vous vous donnez la peine d'acheter une bonne moulée bio, qui a des minéraux, des oligo-éléments, des fois des produits marins, de l'algue, aussi de la coquille d'huître, bien, n'oubliez pas qu'une partie de l'investissement que vous faites dans cette moulée-là va retourner à votre sol. Alors les fientes de la poule qui ont mangé des produits complets, bien, vont être plus complètes puis plus intéressantes. Puis nous, on ne donne aucun médicament. Donc vraiment, on a un fumier bio riche et nutritif, non seulement pour la poule, mais aussi pour le sol.